nécessaire, qui est sa capacité à désirer apprendre. Et c'est là où, bien sûr, nous sommes de plein pied dans ce qui a constitué un des points de départ fondamentaux de la pédagogie d'Élise et de Célestin Freinet. Élise Freinet, donc, vous voyez, dont vous savez qu'elle est née tout à côté d'ici, appelle-vous, et puis Célestin Freinet, qui fut son compagnon, et à eux deux, ils constituèrent un couple pédagogique tout à fait extraordinaire, très complémentaire d'ailleurs, sur le plan de leur sensibilité réciproque. Célestin était un homme plus sensible à tout ce qui était organisationnel, mais aussi technique. Il ne faut pas oublier qu'à côté de l'imprimerie, il a été un des premiers à introduire le cinéma à l'école. Il a été un des premiers à introduire toute une série de nouvelles technologies, comme on dirait aujourd'hui, avec les bandes enseignantes, qui sont l'ancêtre de l'ordinateur, d'une certaine manière, et de l'enseignement programmé. Et puis Élise, qui, elle, était plus sensible aux questions d'expression libre, de dessin, de la dimension artistique de l'individu. Et à eux deux, ils ont constitué un couple pédagogique et ils sont à l'origine d'un projet pédagogique, pas d'une méthode. Freinet a toujours refusé l'idée de méthode pédagogique. Il a un projet et des techniques, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Maria Montessori a une méthode pédagogique, c'est-à-dire qu'elle a un matériel, elle a toute une série d'outils qui lui permettent par cette méthode d'enseigner ce qui est à enseigner de la manière la plus efficace à ses yeux. Célestin Freinet n'est pas du tout avec Élise dans cette perspective-là. Il a un projet qui est un projet sociétal, qui est un projet politique au sens noble du terme. C'est un projet qui renvoie à la cité. C'est un projet qui renvoie à l'utopie d'une école du peuple et d'une démocratie à la fois politique et sociale. Et pour réaliser ce projet, il a des techniques. Il a la correspondance scolaire, il a l'imprimerie à l'école, il a le système des enquêtes, il aura le système du plan de travail, il aura le système des brevets qu'il va emprunter au scoutisme, etc., etc. Ces techniques, il sait très bien qu'elles ne sont pas isolables d'un projet de société. D'un projet de société. Ce n'est pas une méthode pédagogique qu'on pourrait prendre dans l'Italie de Mussolini et utiliser dans la France de Macron, comme la méthode Montessori, indépendamment du contexte dans lequel se développe cette méthode. C'est un projet de société qui se veut à la fois enraciné sur la connaissance de l'enfant, nous parlerons beaucoup de la nature de l'enfant, de l'âme enfantine, comme on disait à l'époque, et en même temps tourné vers l'avenir, c'est-à-dire avec une vision qui n'est pas une vision technique, mais qui est une vision sociétale et politique plus globale de la société et de notre avenir. Et Célestin Freinet va, avec Élise, nous proposer toute une série de textes. Alors, ce ne sont pas des textes, on va dire, universitaires au sens traditionnel du terme. Freinet, même dans ses livres les plus, on va dire, structurés, est plutôt sur le mode de la métaphore. Il nous décrit les choses d'une manière toujours à la limite de la poésie, avec un peu de lyrisme. Et il nous montre un petit peu ainsi quelle est sa vision de l'enfance et quelle est sa vision de l'apprentissage et de l'éducation. Et parmi les textes les plus célèbres de Freinet, bien sûr, il y a un texte qui répond directement à la fois à ce professeur qui veut faire apprécier les poésies de Jules Slovaky, et à Albert Thierry, qui trouve extraordinairement dommage que ses élèves ne parviennent pas à s'intéresser au plus beau livre de la littérature française qu'est Les Misérables. Il y a donc ce fameux texte de Freinet, « Donner soif à l'enfant ». Alors ce texte, c'est un texte dont je vais vous lire quelques extraits, qui s'inscrit dans un petit livre qui est l'Édit de Matthieu, qui est un petit livre qui est un recueil d'ailleurs, un recueil d'éditoriaux que Freinet avait écrit dans les années, je crois, je me tourne vers Michel, c'est les années 35, les années 50, un peu plus tard. Alors, l'histoire la plus célèbre, c'est l'histoire du cheval qui n'a pas soif. Le jeune citadin voulait se rendre utile à la ferme où on l'hébergeait. Avant de mener le cheval au champ, se dit-il, je vais le faire boire. Ce sera du temps de gagner. On sera tranquille pour la journée.
Mais par exemple, c'est le cheval qui commanderait maintenant? Comment? Il se refuse à aller du côté de l'abreuvoir et n'a d'yeux et de désir que pour le champ de luzerne proche. Depuis quand les bêtes commandent-elles? C'est le jeune citadin qui veut faire boire le cheval. Tu viendras boire, te dis-je. Et le campagnard novice tire sur la bride, puis va par derrière et tape à bras raccourcis. Enfin, la bête avance un peu. Elle est au bord de l'abreuvoir. Il a peur, peut-être, je ne sais pas. Si je le caressais. Tu vois, l'eau est claire, regarde. Tiens, mouille-toi les naseaux. Comment tu ne bois pas? Tiens. L'enfant caresse le cheval. Il n'a pas soif, mais peut-être que si on est gentil avec lui, il va finir par avoir soif. Et l'homme enfonce brusquement, finalement, les naseaux du cheval dans l'eau de l'abreuvoir. Tu vas boire cette fois, quand on a essayé la douceur, on passe à la colère. Hein? De la douceur à la colère, en général, en éducation, on va assez vite. Hein? Quand la douceur ne marche pas, on bascule dans la colère. Donc après l'avoir caressé, c'est « tu vas boire cette fois », la bête renifle et souffle, mais ne bois pas. Le paysan survint enfin ironique. « Ah, tu crois que ça se mène ainsi, un cheval? C'est moins bête qu'un homme, sais-tu, il n'a pas soif. » Car il fallait, ordre des autorités, faire boire le cheval qui n'a pas soif. Peine perdue. Le cheval n'avait soif ni d'eau trouble ni d'eau claire. Il n'avait pas soif. Et il le fit bien voir en arrachant sa longe des mains du jeune fermier et en partant au trot vers le champ de luzerne. Comme quoi, le problème essentiel de notre éducation, ajoute Freinet, reste non point, comme on voudrait nous le faire croire aujourd'hui, le contenu de l'enseignement, mais le souci essentiel que nous devons avoir de donner soif à l'enfant. La qualité du contenu serait-elle alors indifférente? Non, bien sûr. Elle n'est pas indifférente. Mais elle est indifférente aux élèves qui, à l'ancienne école, ont été dressés à boire sans soif n'importe quel breuvage. Et là, Freinet en arrive à cette idée que, face à un élève qui ne désire pas apprendre, face à un élève qui ne veut pas faire de mathématiques, de géographie, de philosophie et d'histoire, ne nous imaginons pas qu'il s'agit simplement de faire un lifting des programmes, c'est-à-dire de changer l'eau du bassin. Changer l'eau du bassin pour un élève qui n'a pas soif ne l'amène pas à boire. Alors ça peut, dans certains cas, faciliter le fait qu'il boive, s'il a déjà un petit peu soif, mais ça ne suffit pas à donner soif à ceux qui n'ont pas soif. Freinet nous met devant une difficulté importante, il nous met devant cette problématique pédagogique très forte qui est le désir de l'élève d'apprendre, le désir de l'élève d'aller vers le savoir est à la base de tout. Seulement voilà, il y a une différence considérable entre les chevaux et les élèves. Alors Freinet ne nous le dit pas, mais vous l'avez compris et entendu à travers le propos que je vous ai tenu, c'est qu'un cheval, quand il n'a pas soif, il suffit qu'il fasse un peu chaud et que vous ne lui donnez pas à boire pour qu'il finisse toujours par avoir soif. Et à la fin de la journée, il ira irrémédiablement vers l'abreuvoir. Alors que l'élève que vous privez de mathématiques, à qui vous interdisez d'accéder au théorème de Pythagore, à la loi de Joule ou à l'histoire de la glaciation dans les Alpes françaises, s'il n'a pas envie d'aller vers ces savoirs, vous pouvez attendre, il peut faire très chaud, vous n'avez aucune garantie qu'il finisse par avoir soif. C'est-à-dire qu'il finisse par venir vous voir et vous dire « mais donnez-moi !» Les mathématiques, la physique, moi je veux Pythagore, moi je veux Thalès. Non, les chevaux finissent par avoir soif. Il ne suffit pas d'attendre pour que les élèves, les enfants, finissent par venir nous réclamer la culture. Alors, il y en a quelques-uns, sans aucun doute, qui vont venir nous la réclamer. Lesquels? Ceux qui ont su, ceux qui ont compris, parce qu'ils ont eu un environnement familial qui leur a fait découvrir cela, qu'il y avait du plaisir à apprendre et à comprendre, et que c'était fantastique de pouvoir percer le mystère du monde, les mystères du monde.
mais tous n'ont pas éprouvé cette satisfaction-là. Et ceux qui n'ont pas éprouvé cette satisfaction-là, eh bien, face à des savoirs qui leur sont simplement présentés d'une manière un peu indifférente, neutre, objective, on va dire, et pour réussir l'examen, ils n'ont pas tellement soif. Et ils n'auront pas soif, même si on change l'eau, et même si on attend très longtemps qu'ils aient soif. Alors certains pédagogues ont peut-être cru qu'il suffisait d'attendre. Il y a un pédagogue qui a été célèbre dans les années 68-80, il s'appelle Neal, qui avait fondé une école à Summerhill, qui était basée sur le principe, il suffit d'attendre. Il suffit d'attendre. Par exemple, dans cette école, les enfants n'apprenaient pas à lire avant qu'ils demandent eux-mêmes à savoir lire. Et si vous avez lu Libres enfants de Summerhill, ou si vous en avez entendu parler, vous avez peut-être entendu parler de ces histoires que raconte Neal, où cette petite fille, ce petit garçon, parce qu'il ne veut pas apprendre à lire, eh bien, n'apprend pas à lire avant l'âge de 12, 13, 14 et même 15 ans. Il y a le cas d'une petite fille qui n'apprend à lire qu'à 15 ans. Et Neal explique, j'ai attendu qu'elle ait envie d'apprendre à lire pour lui enseigner la lecture. Et là, ça a marché très bien. C'est allé très vite. Parfait. Parfait. Parfait, sauf que, d'abord, les enfants de Summerhill sont un peu des enfants choisis. Et parfait aussi parce que, à Summerhill, il y a Neal. Et Neal n'est pas n'importe qui. Un grand psychanalyste, qui était par ailleurs ami de Neal, qui s'appelle Bruno Bettelheim, est allé visiter Summerhill. Et à la sortie de sa visite à Summerhill, il a expliqué ce qu'il avait vu à Summerhill. Il a dit « Summerhill est une formidable école. C'est une école où peut-être je mettrais mes enfants si j'en avais. Mais il n'y a pas de pédagogie à Summerhill. Il n'y a pas de bonne pédagogie. » Alors on lui dit « Mais enfin, les enfants finissent toujours par apprendre à lire. » Oui, dit Bettelheim, mais c'est parce que Neal est un type extraordinaire et que pour avoir son amour, les enfants finissent toujours par faire ce dont ils pensent que ça va leur procurer l'amour du maître. Et Bettelheim ajoute, si ça fonctionne à Summerhill, c'est parce qu'en réalité les élèves sont sous l'emprise du maître. Ce n'est pas parce qu'il y a une bonne pédagogie, c'est parce qu'il y a un bon gourou. C'est parce qu'il y a quelqu'un dont on veut absolument l'amour. Et parce qu'on veut son amour, eh bien on va lui faire plaisir et on va finir par faire ce qu'il demande. Mais on ne fait pas ce qu'il demande pour s'émanciper, on fait ce qu'il demande pour lui obéir. Et là, on est devant une distinction fondamentale entre ce qui se passe à Summerhill et ce qui va se passer dans la pédagogie Freinet, par exemple. Freinet, s'il parle de technique, c'est pas qu'il nie la part du maître, comme il dit. C'est parce qu'il considère que la pédagogie, elle a besoin de s'appuyer sur un certain nombre d'outils, sur un certain nombre de situations qui vont contribuer à faire émerger le désir d'apprendre. Faire émerger le désir d'apprendre. Ça ne veut pas dire que le désir d'apprendre va arriver tout de suite et qu'on va le déclencher comme on déclenche une fusée en appuyant sur un bouton à Cap Canaveral. Ça veut dire que ce désir, on peut peut-être créer des cadres, proposer des stimulations, imaginer des médiations qui vont faire que de l'intérieur de chacun, ce désir va émerger, se construire et évoluer. Ça, c'est un peu le point de départ d'une pédagogie et d'une pédagogie qui est une pédagogie qui respecte chacun, mais qui en même temps n'est pas dans un attentisme passif qui consisterait à dire « je respecte, mais au nom du respect, ceux qui ne veulent pas travailler, ne travaillent pas. Hein » Parce qu'il y a cette conception du respect qui est finalement assez peu respectueuse, qui consiste à dire « bon, je vous respecte, ceux qui ont envie d'apprendre, ils apprennent, et puis ceux qui n'ont pas envie d'apprendre, ils n'apprennent pas. Hein » Ça, c'est une conception du respect qui ne correspond pas à ce que Freinet considère comme étant structurant, c'est-à-dire cette capacité que l'on va contribuer à donner à l'autre pour qu'il s'émancipe par le savoir. Hein ? Et là, nous sommes vraiment au cœur de quelque chose
qui, je crois, reste toujours particulièrement d'actualité. Alors pour creuser un petit peu cela, on va encore faire un détour. Voyez, on se promène, c'est-à-dire qu'on est un peu à travers les champs de la pédagogie, et à travers ces champs, on va un peu en avant, un peu en arrière, on ne respecte pas complètement la chronologie. Et sans respecter la chronologie, revenons un petit peu en arrière, avant Freinet, et allons faire une petite excursion chez un auteur moins connu que Freinet, mais que certains d'entre vous ont sans doute entendu citer de temps en temps, qui s'appelle Joseph Jacotot.